Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, affrontement à Calais, 4 migrants entre la vie et la mort, le ministre Gérard Collomb sur place. Les syndicats de fonctionnaires divisés sur le tabou que veut briser le gouvernement, assouplissement du statut et plan de départ volontaire. Tariq Ramadan déféré au parquet de Paris, le prédicateur confronté hier à l'une de celles qu'il accuse de viol. Dans ce journal, le témoignage extraordinaire d'un homme qui découvre qu'il a donné la vie à un garçon âgé aujourd'hui de 34 ans. Un simple don de sperme dans les années 70, un test génétique aujourd'hui, une recherche opiniâtre et un premier contact entre un jeune homme et son père biologique. L'assurance vie en perte de vitesse, nous dira Daniel Fortin. Et à la veille du tournoi des 6 nations, la crise du rugby français, les affaires Laporte, ce sera l'enquête du 8h avec Simon Rubin. 8h15, il est l'un de nos plus grands savants, Yves Coppens, le paléoanthropologue, co-découvreur du fossile le plus célèbre du monde. Notre cousine Lucie sera notre invitée. Yves Coppens publie ses mémoires Origine de l'homme, origine d'un homme. L'origine d'un homme, c'est aussi ce qui fait le premier sujet de ce journal européen. Vous avez raconté en premier il y a 15 jours l'histoire stupéfiante d'Arthur Kermalvézen, né d'un don de sperme anonyme il y a 34 ans, qui avait réussi à retrouver son géniteur après une recherche aussi rocambolesque que rapide. Eh bien, ce père biologique, le voici, il s'appelle Gérard, il a 74 ans. Il a d'abord reçu une lettre d'Arthur, il y a répondu par un coup de fil le 25 décembre, jour de Noël. Il y a eu depuis d'autres échanges téléphoniques. Les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés, mais ça va venir très vite, c'est prévu. Ève Roger, qui a réussi à le joindre, lui a d'abord demandé ce qu'il avait ressenti au premier contact d'Arthur. C'était une grande surprise, parce que dans ma tête, c'était anonymat total. J'étais persuadé que les parents garderaient ça comme un secret de famille. Évidemment qu'on est au XXIe siècle et tout a bien changé. Et c'est tant mieux. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez ouvert la lettre d'Arthur ? Bien sûr. Ça fait bizarre dans la tête, parce que vous vous apercevez que ce jeune homme était en détresse, quoi. Alors, enfin, je sais pas, il cherchait, puis toujours cette espèce de, comment je pourrais dire, de labyrinthe, quoi, qui n'en finissait pas. Non, ce qui m'a franchement sidéré, c'est le cheminement pour arriver jusqu'à moi, quoi. C'est fou, quand même. Quelle histoire. Pourquoi avoir donné vos gamètes à cette époque ? Alors, ce qui m'a amené à faire des dons, c'est que tout simplement, moi, j'ai été marié la première fois. On avait été 7 ans sans avoir d'enfants. Et donc, là, je comprenais très bien la demande des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je comprenais très bien. Et cette surprise, c'était plutôt une bonne surprise ou une mauvaise surprise ? Ça vous a dérangé ? Non, c'est une excellente surprise. Mais bon, ça reste une surprise. Alors, elle n'est pas toujours à 99%, comment je pourrais dire, positive. Hein. Il y a toujours un petit côté négatif. Oui, parce qu'il y a de l'appréhension. Il y a comment ça va être perçu. Au sein des familles. Est-ce que vous appréhendez, Gérard, la rencontre avec Arthur ? J'ai sa photo déjà, c'est déjà pas mal. Il n'y a plus qu'une relation physique à avoir, quoi, c'est tout. Hein. Oh, ça va certainement être émouvant, ça j'en doute pas. En plus, je suis d'une nature très émotive, alors ça va sûrement pas être marrant, mais bon, c'est comme ça. Pour vous, Gérard, cette histoire, elle a bouleversé votre vie ou pas ? Non, c'est plutôt un heureux événement, à mon avis, parce que bon, j'arrive en fin de course, hein, faut quand même pas rêver, on est un petit peu en sursis là. Puis ça permet pas de me rajeunir, mais bon, faut rester un peu sur le qui-vive. Gérard, géniteur d'Arthur Kermalvézen, au téléphone d'Ève Roger. Dernière précision, Gérard tient pour l'instant à rester discret, car une partie de sa famille, en particulier ses 2 grands-fils qui ont dépassé la quarantaine, ne sont pas au courant de cette histoire incroyable. Europe 1, il est 8h03. Un degré de violence jamais connu à Calais, affirme le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est rendu sur place hier soir. Fusillade entre migrants africains et afghans, des mineurs pour la plupart. Bilan 18 blessés, dont 5 très gravement touchés par balle. Lionel Gougelot, vous êtes sur place à Calais pour Europe 1. Oui, Patrick, Calais, où un important dispositif de CRS et de gendarmes mobiles est resté positionné toute la nuit pour empêcher de nouveaux affrontements entre ces groupes de communautés érythréennes et afghanes. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est d'ailleurs venu soutenir les forces de l'ordre cette nuit sur le terrain, notamment dans la zone industrielle du port, là où de véritables scènes de guérilla ultra-violentes se sont déroulées après les premiers coups de feu en milieu d'après-midi. Un déchaînement de violence sans doute sur fond de rivalité entre mafias de passeurs et qui survient dans un contexte toujours plus tendu, explique François Guénoc de l'association de l'Auberge des Migrants. On sait que certains passeurs sont armés. Bon, la police essaye de démanteler les réseaux de passeurs, comme ils disent, mais en réalité, les gens qui sont présents à Calais sont des petites mains. On sent surtout beaucoup de tensions ici à Calais actuellement.
Les policiers sont de plus en plus présents, mettent de plus en plus de pression sur les réfugiés. Tout ça, c'est la conséquence de l'impasse calaisienne. Et la moindre étincelle met le feu aux poudres. Alors Gérard Collomb, lui, rend hommage aux policiers sans lesquels, affirme-t-il, ce ne sont pas 4 personnes qui auraient été grièvement blessées dans ces batailles rangées, mais sans doute plusieurs dizaines. Les forces de l'ordre devraient donc rester omniprésentes dans les prochains jours à Calais. Quant aux associations, elles ne reprendront les distributions de repas aux réfugiés que si leur sécurité est assurée. Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Calais. Pour les fonctionnaires en fin de carrière, il y avait déjà des aides au départ, mais là, c'est un changement d'échelle qu'opère le gouvernement en annonçant un plan de départ volontaire dans la fonction publique. Annonce surprise hier du ministre Gérald Darmanin qui divise les syndicats côté CGT. Vous voyez ce qu'en dit Jean-Marc Canon. Que les fonctionnaires aient envie d'aller dans le secteur privé, c'est à mon avis un phénomène assez rare. Donc ce n'est pas de ça du tout dont il est question. Il ne faut pas leurrer les gens. Il s'agit bel et bien de supprimer des missions publiques et on dira aux agents qui sont sur les postes de ces missions publiques, monsieur, madame, votre emploi, votre mission étant supprimée, soit vous allez à Pétaouchnok sur un poste qui ne vous suffira pas les mêmes garanties où vos qualifications ne seront pas reconnues, soit on vous offre un petit pécule et vous en allez pour faire ce que vous voulez ailleurs. C'est ça la réalité. Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction publique. Mais après tout, si c'est un choix de l'agent, là c'est la CFDT qui parle. Mylène Jacot. Si c'est un choix de l'agent que de quitter la fonction publique, il est tout à fait possible d'en discuter. Des dispositifs ont déjà existé, donc il convient que sur ces sujets-là, rapidement, on puisse échanger avec le gouvernement, ouvrir des négociations. En tout cas, à la CFDT, nous avons toujours été pour accompagner les agents dans la construction de leur propre parcours professionnel, qu'ils soient au sein de la fonction publique, dans le secteur privé, ou que les agents souhaitent passer de l'un à l'autre, ce qui est quand même de plus en plus souvent le cas. Mylène Jacot, CFDT Fonction publique, propos recueillis par Olivier Samin. Le bras de fer entre TF1 et Orange. Fabienne Dulac, la directrice exécutive d'Orange, pense qu'une solution pourra être trouvée ce week-end entre les deux parties. Pour l'instant, les abonnés Orange n'ont plus accès au replay des chaînes de TF1. Après la Tunisie, Emmanuel Macron a atterri dans la nuit à Dakar, visite de 2 jours au Sénégal pour parler éducation et environnement. L'économie, c'est la douche froide pour l'assurance vie. Daniel Fortin, le placement préféré des Français, semble de moins en moins leur plaire. Oui, on l'a appris hier, la collecte a baissé de moitié l'an dernier. La différence entre les dépôts et les retraits est toujours positive, 7,2 milliards d'euros, mais on en était à 17 milliards en 2016. Et la raison de cette chute, c'est le déclin sans précédent des fonds dits en euros. Vous savez, ces contrats vedettes qui garantissent le capital investi. Ils représentent encore 72% des dépôts, ça paraît beaucoup, mais c'est quand même un plus bas historique. Et la raison de cette défiance des épargnants, c'est qu'ils ne rapportent plus grand-chose, ces contrats, parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Alors justement, dans ce contexte, est-ce qu'il faut encore investir dans une assurance vie ? Alors oui, sans doute, parce que ce produit a encore des atouts, notamment sa fiscalité avantageuse en cas de succession, mais il est évident aujourd'hui qu'il faut se tourner vers des contrats à plus fort rendement, donc plus risqués. Et plus largement, il faut aussi que les établissements financiers imaginent d'autres formes de produits d'épargne plus séduisants, plus tournés vers le financement des entreprises. C'est ce que leur demande le gouvernement et des premières pistes devraient être dévoilées avant l'été. Daniel Fortin des Échos, merci. Tariq Ramadan a été déféré dans la nuit au parquet de Paris, lequel devrait maintenant décider l'ouverture d'une information judiciaire dont on connaîtra la qualification dans la matinée. Le prédicateur a été longuement confronté hier à l'une des 2 femmes qui l'accusent de viol. Et puis à Besançon, la procureure prend à nouveau la parole pour dénoncer la surenchère médiatique autour du meurtre d'Alexia Daval et notamment les violations répétées et inadmissibles, dit-elle, du secret de l'instruction. 8h09, la suite du journal. Patrick Cohen. Le tournoi Destination de rugby débute demain avec France-Irlande au Stade de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus est persuadé que son équipe peut faire de grandes choses. Si on fait le grand chelem, je me rase la moustache, dit Brunel à l'équipe ce matin. Il y croit, mais il est bien le seul. Et la crise va bien au-delà des terrains. Depuis l'été dernier, les soupçons autour du président de la fédération Bernard Laporte s'accumulent. En interne, les salariés sont à bout. Le rugby français à la dérive, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. Simon, on va plonger avec vous dans les coulisses de la Fédération française. Manifestement, il y a quelque chose de pourri au royaume du rugby. Imaginez Marcoussis, paisible et bucolique QG du rugby français à l'écart de Paris avec ses terrains bordés d'arbres, mais derrière les grilles, la tempête. Ces derniers mois, au moins une 12aine de personnes ont quitté la fédération, écœurées par les méthodes du nouveau patron Bernard Laporte. On a parfois l'impression d'être dans le parrain, m'a-t-on confié. Alors j'ai retrouvé la plupart des ex-membres de la FFR, certains
décrivent Laporte comme un président omnipotent qui surveille tout, se mêle de tout, à la limite de la légalité comme de l'éthique. Le clan Laporte domine le rugby français et mate les rebelles, à tel point que les salariés n'ont plus qu'une peur, être épinglés comme étant des taupes au sein de l'institution. Mais les langues se délient. Récemment, une salariée a déposé une main courante pour harcèlement sexuel par un élu de la Fédé. La situation est telle que la FFR aurait mis en place un numéro vert pour gérer un personnel à bout et endiguer la recrudescence d'arrêt maladie. Et à l'origine d'un tel marasme, l'affaire Bernard Laporte, Moed Altrad. 2 poids lourds du rugby. Alors tout remonte à juin dernier. Montpellier, l'équipe d'Altrad doit être sanctionnée par la fédération. Mais pour alléger la sanction, Laporte aurait fait pression sur la commission chargée du dossier. Pas question de froisser Altrad, qui deviendra d'ailleurs quelques mois plus tard sponsor maillot du 15 de France. En jeu, 35 millions d'euros sur 5 ans. Alors, Laporte nie toute pression, mais l'enquête du parquet national financier pour trafic d'influence et favoritisme a secoué l'institution. Les membres de la FFR sont inquiets. Certains ont donc choisi de partir. Et donc, les joueurs dans tout ça? Les Bleus, ils n'ont pas assisté aux perquisitions, mais le climat n'est pas propice à la reconstruction. Et puis autour du 15, de plus en plus d'anciens joueurs s'inquiètent. Laporte a de bonnes idées, mais ses méthodes virent à la dictature. Quant à l'enquête préliminaire, la plupart des acteurs du dossier s'apprêtent à être entendus. L'un d'eux me confiait, le spectacle ne fait que commencer. L'enquête de 8h signée Simon Rubin, chef du service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Simon. Un manga français va bientôt être adapté en dessin animé au Japon. C'est Le Monde à l'envers et c'est le signe de la santé éclatante de ce genre. Chez nous, en tout cas, c'est une première. Ce manga s'appelle Radiant. Vous nous en racontez la belle histoire, Mathieu Charrier. Lorsque Tony Valente a dessiné le premier Radiant en 2013, la série ne devait compter que 3 tomes. Mais vu le succès, le trentenaire né à Toulouse en est finalement à son 8e numéro et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où des monstres, les Némésis, tombent du ciel. Mais des hommes et femmes en marge de la société, menés par Seth, un jeune sorcier courageux, les combattent pour les éliminer. 180 000 exemplaires de Radiant ont déjà été vendus en France et donc le bouche à oreille est arrivé jusqu'au Japon où la chaîne NHK vient donc d'annoncer qu'elle l'adaptait en dessin animé. Tony Valente n'en revient toujours pas. J'ai failli tomber dans les vapes, c'était très compliqué. Je suis pas du genre à exprimer ma joie en criant, en sautant partout, mais là j'ai ressenti un choc, quoi. Ça a été vraiment chaud. C'est une chaîne mythique Bien aussi sûr. pour vous? Ouais. Pour tous ceux qui ont baigné dans ces cultures depuis le Club Dorothée. Pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation en France. Alors ça veut dire qu'après, les chaînes françaises vont racheter l'adaptation aux Japonais? C'est ça, ouais. C'est quand même un comble. Je suis pas dans les discussions. Et si tout va bien, les premiers épisodes de Radiant à la télévision seront donc diffusés au Japon en octobre 2018, puis en France probablement dans la foulée. Le prochain tome, lui, le numéro 9, sortira chez Ankama en mai prochain. Mathieu Charrier, merci beaucoup. Europe 1.